à Metro News Magazine, voici les titres qui seront développés dans quelques minutes. Alors que des partis politiques tels que le PHTK et Vérité dénoncent l'augmentation de la violence liée à la période électorale, le CEP et la PNH affirment le contraire. La machine électorale est mise en branle. Un conseil de gouvernement spécial à la primature s'est réuni jeudi afin de s'assurer du bon déroulement du premier tour des élections législatives du 9 août prochain. La crise haïtiano-dominicaine est dans l'impasse. Aucune voie de résolution rapide n'est en vue pour le moment. Le gouvernement haïtien salue le rapport de l'OEA qui préconise la reprise du dialogue. 28 juillet 1915, 28 juillet 2015, cela fait exactement 100 ans que les Américains ont débarqué à Port-au-Prince, une occupation militaire qui a duré 19 ans. Le gouvernement américain a alloué une enveloppe de 105 millions de dollars au programme PEPFAR qui vient en aide aux personnes touchées par le VIH-Sida dans 10 départements du pays. À quelques jours du scrutin législatif, la plateforme Vérité, proche de l'ex-président René Préval, a réuni plusieurs centaines de partisans lors d'une manifestation pour réclamer la réinsertion de son candidat à la présidence. Jackie Lumarque, candidat écarté, a manifesté pour la première fois ce mercredi et continue de réclamer sa réintégration dans la course électorale. Les protestataires qui l'accompagnaient ont accusé les membres du CEP d'implication dans un complot visant à l'expulser. N'ayant pas eu gain de cause, ces derniers ont annoncé une intensification de leur mouvement. Si M. Bourreau, qui parle de la raison, encore une fois, on a dit KEP, bagay la pas passé, je comprends, non, nous pas faiblir. Nous pas attendre nous encore. Vous pensez que nous sommes vague? Est-ce que nous sommes vague? Est-ce que nous sommes jamais vague? Nous ne sommes pas vague. Parce que le peuple a dit oui, pas de monde qui a dit. Tout le monde clair dans le pays à Kounia, Jackie pas de besoin de charge. KEP, peuple a bouqué par l'avant, oui. KEP, nous disons que nous pas qu'à diriger un pays. KEP, nous disons qu'il faut suspendre. Peuple a montré, bal Jackie. Tout le monde qu'on fait erreur. Peuple là, est-ce que nous voulons Jackie? Peuple là, est-ce que nous voulons Jackie? KEP, population a pas l'avant. Ou ta mettre que ou qu'on en bas qui ça. Reprends Jackie Lumarque pour qu'il y ait une bonne élection dans le pays. Reprends Jackie Lumarque pour soleil vérité à lever pour toute revendication population qu'a adressé. KEP suspend prend l'autre dans mes moun. Son seul moun qui baille l'autre dans le pays et c'est peuple là seulement qui doit bailler l'autre. Mettez Jackie Lumarque dehors dans la course électorale là, c'est pas bon route là, c'est pas bon bois. Par ailleurs, il faut dire que la plateforme politique Vérité dénonce l'augmentation de la violence constatée depuis le début de la période électorale. Plusieurs candidats ont protesté contre les agressions dont ont été victimes leurs sympathisants dans plusieurs villes du pays. Nous remarquons qu'il y a une persécution, une campagne de violence systématique contre tout candidat Vérité. Laissez pas Billboard nous chirer, nous saluer, nous attaquer nous-mêmes physiquement. Et nous gagnons des cas en cascade, côté que dans chaque circonscription, gagner des gens qui ont attaqué systématiquement candidat Vérité. Eh bien, objectif nous matin, qui fait que nous invitons la presse, c'est justement pour nous annoncer, nous pourrons continuer, manifester pour un paquet de bagages qu'il y a fait nous comme plateforme que nous pas d'accord. Et nous avons demandé pour KEPA utiliser des décrets électoraux là, qui ont provision là-dedans, les des gens qui ont fait menace, qui ont fait violence sous des candidats bien déterminés. En réaction, le Conseil électoral provisoire n'associe pas les différents cas de violence enregistrés ces derniers jours comme étant liés aux élections. C'est une préoccupation
de l'institution électorale. Cependant, conseil là pas capable pour faire de conclusion bride sous coup parce que gagne de instances qui c'est des instances policières, des instances judiciaires à travers les OPJ, les officiers de police judiciaire qui ont même enquêté et documenté sous forfait ça yo, sous infraction ça yo qui commettent. Et donc conseil là lui-même li attend en conclusion enquête ça yo. Cependant n'a lancé un appel au calme, à la tolérance, puisque ça que nous voulons dans le pays, ce sont des élections non violentes. Côté parti politique là, respecter on l'autre et parti politique pareil, candidat respecter on l'autre candidat, n'a fait meeting, nous pas vous écraser meeting on l'autre monde, n'a fait de telle sorte que et c'est décret électoral là qui dit ça tout pour que nous pas font meeting dans un environnement qui proche de l'autre parti politique en façon pour que nous ca éviter des agréments, pour que nous capables éviter tête chargée. Donc c'est pas seulement responsabilité conseil électoral là, c'est responsabilité parti politique yo. Même réaction de la part de la PNH. Le porte-parole du commissaire Franz Lerbourg dit n'avoir jamais ou n'avoir pas enregistré de cas de violence grave liés à la campagne électorale. Le PHTK, parti proche du pouvoir de son côté, dit ne pas être responsable des actes de violence qui lui sont imputés. Cependant, si la PNH et le CEP n'ont enregistré aucune violence électorale, le ministre délégué aux questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, a rencontré ces deux entités cette semaine pour tenter de trouver une solution à ce problème. Entre-temps, dans le département du Nord-Est, plus précisément dans la commune de Cerca-la-Source, des sources dignes de foi ont rapporté que des candidats s'affrontent à coups de tessons de bouteilles, de pierres et d'armes à feu en toute impunité. Pour un éclairage, nous recevons sur le plateau le commissaire Franz Lerbourg. Commissaire Lerbourg, alors bienvenue sur le plateau de Metro News Magazine. On a vu que les partis politiques dénonçaient les cas de violence qui ont été enregistrés et qui émaillent la campagne électorale et dont sont victimes aussi leurs partisans et leurs sympathisants. Et lors d'une interview que vous avez accordée cette semaine, vous aviez dit que tout était sous contrôle. N'avez-vous pas entendu parler de la situation qui se développe actuellement à Cerca-la-Source? Avant d'en venir à Cerca-la-Source, disons que la violence, ce n'est pas un instrument des élections à proprement parler, parce qu'il y a toujours eu une violence. Et la police a toujours eu ses propres moyens de combattre la violence. Pendant la période électorale, ce que j'ai dit, il ne faut pas que les gens soient piégés par l'idée que tout ce qui se rapporte à la violence est lié au processus électoral. Maintenant, sur le cas de Cerca-la-Source, si vous voulez que j'en vienne à cela, il est vrai que cela concerne deux groupes qui sont impliqués dans les élections. Mais je crois que la police a fait ce qu'elle fallait faire. Il y a eu trois personnes arrêtées, il y a eu effectivement échauffourée, il y a eu quelqu'un qui était détenteur d'une arme, mais il me semble que cette personne aussi a été mandatée par le ministère de l'Intérieur pour aller en mission. Et du coup, il y a eu échauffourée et la police a pris les dispositions. Il y a 3 personnes qui ont été arrêtées, dont j'ai les noms sous les yeux, c'est Désir Gessner, Juan Cito, François et Mulâtre Yodnel. Quand nous disons que tout est sous contrôle, nous parlons de ça, justement. Ce n'est pas qu'il ne va pas y avoir de grabuge, qu'il ne va pas y avoir d'échauffourée, mais la police sera toujours là pour réguler la situation et revenir à la normale. À savoir, si cela va entacher, ça peut toujours entacher le processus, mais cela ne va pas remettre en question le processus. Et le vote du 9 août, ça, on est plus ou moins sûr de cela. On va parler vraiment des élections maintenant, on y était déjà, mais cela dit, j'ai entendu dire aussi, nous a été rapporté que toutes les femmes candidates allaient avoir un policier à leur... Pas toutes les femmes candidates. Sénateurs. Oh, ce sont les sénatrices, enfin bon, les sénateurs. Parce que les députés sont si nombreux parmi les femmes qu'il nous serait vraiment... Pourquoi cette discrimination? Parce que... C'est une discrimination, mais pour nous, c'est une discrimination positive.
Positive en ce sens que le Conseil et nous avions décidé que ces gens sont beaucoup plus vulnérables, étant donné que la tradition veut qu'il y ait quand même un quotient de violence au cours des élections. Et ces personnes-là sont en fait les plus vulnérables. Et de ce fait, on a pris la décision. Moi, je ne faisais pas partie de la décision, mais mon institution l'assume. Et en tant que tel, je dois m'aligner sur ce qu'a fait le Conseil. Et les députés ne sont pas vulnérables, les députés femmes ne sont pas vulnérables aussi? Oui, mais là, c'est l'état de nécessité, si tu veux. On aurait bien aimé faire autant pour toutes les femmes députées, mais on n'est pas en mesure de le faire, justement. Donc, on a accordé un forfait à minima. Voilà. 9000 policiers seront déployés pour... un petit peu moins que ça. 9600, c'est l'ensemble du dispositif sécuritaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des FPU de la MINUSTAH, des policiers de la UNPOL et des militaires sur 3 départements ou 4 départements répartis sur tout le territoire. Maintenant, on a des renforts disponibles au cas où. On est à peu près à 12 000, la police. On ne veut pas engager tout le monde. Il faut qu'on ait des gens qui fassent les tâches administratives, qui continuent à faire les tâches administratives. Et il y a aussi un dispositif de renfort, de dernier recours, qui sont composés par des unités spécialisées. La MINUSTAH sera donc en renfort. Elle sera présente sur tout le terrain. En fait, ils sont partie prenante. Ils constituent aussi, avec leur équipe militaire, ils font partie des renforts. Ils sont combien, en fait? Vous parlez la MINUSTAH, l'effectif de la MINUSTAH actuellement, à être déployé aux côtés de la PNH? Je n'ai pas... Bon, ça doit avoisiner les 2000. Les 2000, parce que nous sommes globalement à plus de 7000. Donc, la MINUSTAH, FPU. Quand on dit MINUSTAH, on dit FPU, qui sont des gendarmes, en fait, qui sont entre la police et les militaires et les UNPOL. Ils seront, eux, déployés sur tout le territoire. La réunion qui a eu lieu cette semaine avec je pense que c'est le ministre chargé des questions électorales, Jean-Fritz Jean-Louis, c'était pour parler de ça? Plus que ça, parce que c'était une conférence de presse intégrée, si je peux l'appeler ainsi. Il y avait tout le monde, tous les acteurs qui sont partis à l'organisation des élections, dont la PNH. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire concernant les personnes qui sont victimes de violences? Il y en a quand même, il n'y a pas que Cercle à la Source, j'ai cité par exemple, mais il y en a quand même d'autres. À Jacmel, on en a recensé quelques-uns, pas dans le cadre de la personne qui a été tirée, etc. Non, il y en a réellement. La preuve, ils ont bien signé un pacte de non-violence il y a quelques jours dans le Sud-Est. C'est bon signe. Ce que j'ai voulu dire, et je l'ai dit tantôt à l'émission de Wendell, qu'il est souhaitable que les partis politiques fassent un pacte de non-violence. Mais à défaut, la police a le devoir d'assurer les gens pendant les élections. Les gens qui vont voter ont une certaine responsabilité par rapport à leur bulletin de vote, mais leur sécurité dépend de la police et du dispositif de sécurité. Ce que nous pouvons engager l'institution sur cela, on peut dire les gens qu'ils peuvent aller voter en toute sécurité le 9 août. Et la vous avez garanti, donné la garantie à tout un chacun, aux électeurs, qui peuvent se déplacer ce dimanche 9 août pour aller voter en toute sécurité. En toute sécurité. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, c'est que ces élections, je l'avais dit tantôt aussi à l'émission de Wendell, c'est un test politique pour le pays et un test de prise en charge pour la police haïtienne dans la perspective d'un départ de la MINUSTAH. Donc, nous allons nous faire valoir à partir de cela et ce test, je suis persuadé qu'on va le passer. Merci, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Rappelons que Clarence Renoy, candidat à la présidence sous la bannière du parti UNIR, est aussi notre invité de ce week-end. Clarence Renoy, coordonnateur général du parti UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation.
Bonjour. Bonjour Daphné. Alors Clarence, vous avez vu tout à l'heure l'intervention du commissaire de police qui est aussi porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg. On a parlé de violence, nous allons continuer de parler de violence. Vous allez peut-être réagir à ce qu'il a dit. J'ai envie de dire que vous étiez l'un des premiers, sinon le premier, à exhorter les leaders politiques et les candidats à rejeter la violence comme moyen pour parvenir à leur fin, n'est-ce pas? En appelant à l'adoption d'un pacte de non-violence, et ceci il y a plusieurs mois. Où en êtes-vous aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, j'en suis à la présentation encore de cette proposition aux leaders politiques et chefs de parti. Et le pacte n'a pas été encore signé. Je dois faire une présentation bientôt, en groupe, pour voir si il y a le désir chez nos dirigeants politiques de signer ce pacte de violence. Alors, pourquoi cette proposition, Anne-Daphné? C'est parce que je suis un témoin depuis 30 ans du niveau de violence qui s'exerce pendant la période électorale en Haïti. On ne peut pas trouver une période électorale en Haïti qui n'a pas été marquée par la violence. Je peux vous en dire beaucoup pour en avoir souffert moi-même aussi. Depuis 1987, les premières tentatives d'élection en Haïti jusqu'à récemment 2010-2011, on a vu ce qui s'est passé. Donc si je suis impliqué aujourd'hui dans une élection comme acteur, je me dis que l'une des choses à proposer à la société en général, mais aussi aux acteurs politiques, c'est le rejet de la violence. Parce que nous ne pouvons pas continuer à projeter cette image de peuples violents, de gens qui ne réagissent que par la violence pour obtenir, pour arriver à leur fin, comme vous avez bien demandé. Donc, le pacte est rédigé, nous avons un draft qui est prêt, et nous allons voir si les autres dirigeants politiques ont d'autres choses à ajouter dans ce pacte pour le rendre exécutoire, je dirais. Et à la fin, ce que nous proposons, c'est qu'il y a une instance électorale qui va décider de l'issue des élections, de l'issue du vote électoral. C'est cette instance que nous devons reconnaître comme la seule capable de dire qui est le gagnant, qui est le perdant. Et à partir du moment où un gagnant est déterminé ou un perdant aussi est connu, mais il faudrait que l'on arrête de se battre. Il ne faut pas qu'on se batte avant non plus. Mais aussi après, il faut accepter de perdre. Il faut accepter que l'autre gagne et que ce n'est pas moi. Donc c'est ce que nous voudrions voir entrer dans notre culture, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Donc, et j'espère vivement que nos leaders politiques, ceux à qui on va proposer ce pacte de non-violence, vont l'accepter et vont le signer volontiers. Et nous solliciterons aussi à l'occasion la présence des institutions nationales comme le Conseil électoral provisoire. La police nationale, vous parliez de la police. La police est un acteur qui doit jouer contre la violence aussi. Donc nous l'inviterons à participer à la signature de ce pacte de non-violence. La recrudescence de l'insécurité à Port-au-Prince, à l'approche des élections, ne vous laisse pas indifférent, on le sait. Vous avez constaté vous-même des actes de violence, n'est-ce pas? Tout à fait. Écoutez, depuis plusieurs mois que le Conseil électoral a lancé le processus électoral, on a senti qu'il y a une tension qui est beaucoup plus vive dans la capitale. Est-ce que c'est uniquement de la violence électorale ou préélectorale ou électorale? Peut-être oui, peut-être non. Je ne suis pas un spécialiste pour juger, la police est peut-être mieux placée que moi pour le faire. Cependant, l'occasion des élections est une occasion qui profite à ceux qui veulent faire de la violence pour en profiter. Parce qu'il y a une grande mobilisation de personnes, il y a de la tension entre les candidats et leurs partisans, ce qui fait que le terrain est beaucoup plus propice. Je crois que la police nationale devrait remonter le niveau de vigilance pendant la période électorale. Parce que c'est une période où les enjeux sont énormes. Et parfois, les candidats ne sont pas violents, mais leurs partisans sont violents. Donc il faut que pendant cette période, qu'il y ait beaucoup plus de vigilance policière, mais aussi qu'il y ait, je dirais, des programmes qui puissent parler aux gens pour leur dire, écoutez, soyez plus tolérants envers les partisans de vos adversaires politiques. Soyez vous-même aussi, candidat à quelque fonction que vous soyez, plus tolérants dans le langage, parce que la violence n'est pas seulement la violence physique ou quand on utilise une arme à feu pour faire feu sur une personne, pour blesser ou tuer, mais la violence verbale aussi, ça conduit les autres à agir en violent. Quel est le langage que je tiens face à mon adversaire, à mon concurrent? Est-ce que c'est un langage de violence que je tiens face à lui? Donc tout ça aussi doit entrer dans notre culture. Nous devons déconstruire cette culture de violence que nous avons pour construire une autre culture de non-violence, donc de tolérance.
Mais voilà ce qui a répondu à la question que j'allais vous poser. Comment vaincre cette culture de violence? Ça y est, c'est fait. Oui, c'est fait, mais il faut insister. Ce n'est pas un jour que ça se fera. Il faut insister, ça se fera sur le moyen ou le long terme. Mais il faut commencer quelque part. Et c'est pourquoi aussi, Anne Daphné, que je suis dans cette élection, dans la politique en général. Ce n'était pas, à mon sens personnel, un destin où j'étais prédestiné à entrer dans les élections, à entrer dans la politique. Mais je me suis dit, si je suis là-dedans, il faut que j'introduise mes valeurs, en tout cas les valeurs auxquelles je crois, là-dedans. Donc, cette culture de non-violence, nous devons l'apprendre à nos jeunes. Et nous devons aussi mettre les leaders politiques dans une situation, ils ne doivent pas utiliser les jeunes pour faire de la violence pour eux. Parce que nous savons que ça se fait. Et il y a une autre forme de violence aussi, c'est se faire violence soi-même pour attirer la sympathie et l'attention sur soi-même. C'est pas bon. Il faut que que la violence soit le minimum. C'est possible qu'il y ait de la violence. Si deux groupes se croisent, peut-être il y a une tension, ça peut arriver, les invectives, etc. Mais il nous faut réduire la violence au strict minimum pour que le débat politique, le débat d'idées prenne le dessus sur l'envie ou la tentation de la violence. Une question fermée. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des élections? Je pense que oui. Si vous voulez que j'explique, je dirais un mot en plus. Le pays doit marcher selon un rythme électoral qui est prévu par la Constitution. Nous ne l'avons pas fait pendant ces 4 dernières années. Donc il nous faut retourner dans le cycle électoral pour permettre, dans le processus électoral, pour permettre aux élus de prendre une place, de prendre leurs fonctions. Les parlements, les municipalités, les collectivités territoriales, tout ça fait partie du cadre démocratique dans lequel nous avons choisi, comme peuple, de vivre. C'est un choix que le peuple a fait depuis 1987, de dire que nous voulons une démocratie avec des élus, non pas des personnes nommées. Donc il nous faut revenir. Alors, je crois que le gouvernement a la responsabilité de faire les élections. Je parle du président de la République, je parle du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement qui doivent introduire les élections, qui doivent encadrer le Conseil électoral, mais qui doivent aussi donner l'ordre à la police nationale de faire en sorte que les élections se tiennent normalement dans ce pays, dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est une nécessité pour nous d'avoir des élections. Je parle pour nous. Mais voyons 2 autres facteurs qui doivent nous conduire forcément vers des élections. Il y a une mission internationale des Nations Unies en Haïti. Quelle est sa responsabilité en Haïti? C'est créer, encourager la stabilité politique. Donc, si vous voulez qu'il y ait stabilité politique dans ce pays, il faut qu'il y ait des élections pour normaliser la vie politique. Et troisièmement, nos voisins. Il y a le corps groupe qui accompagne la démocratie haïtienne. Je parle des États-Unis, de la France, du Canada, du Brésil et des autres. Mais c'est aussi leur responsabilité d'accompagner ce pays sur le chemin de la démocratie, donc qu'il y ait normalement des élections. Qu'est-ce que vous répondriez au commissaire et porte-parole qui dit qu'ils ont déployé à peu près 9600 hommes sur le terrain à l'occasion surtout des élections et qu'il disait aussi qu'il n'y avait pas de problème? C'est une moyenne faible, 9600 policiers par rapport à 5 millions d'électeurs potentiels, la moyenne est faible. Ça fait moins de 1 policier par millier d'habitants. Donc, j'allais dire heureusement, mais ce n'est pas ça. Nous avons un renfort, malgré nous, qui est sur le terrain haïtien, c'est la MINUSTAH. Et donc, heureusement aussi, s'il y a quelque chose. Ah, voilà, il faut faire avec. Donc là, c'est quelque chose. Mais il faut que la police aussi mobilise l'ensemble de ses troupes. Il ne faut pas qu'il y ait une réserve administrative qui ne sert à rien. Parce que nous sommes un dimanche électoral, nous sommes dans une période préélectorale, il nous faut beaucoup plus de vigilance sur cette période et il faut protéger les gens. Les gens vont devoir aller voter, il faut qu'ils aient l'assurance que la police sera présente, est présente pour eux. Mais au-delà de ça, voyons, moi, il y a quelques mois, j'ai entendu le directeur général de la police parler de 800 000, je ne sais plus combien de quantités d'armes, des centaines de milliers d'armes à feu en circulation illégalement dans le pays. Mais écoutez, la police, ah mais si, c'est énorme et ça effraie. Entre les mains de qui se trouvent ces armes illégales? Il faut que la police fasse son travail à ce niveau-là aussi pour neutraliser ces forces qui détiennent des armes illégales. Et ce sont ces armes-là qui peuvent être utilisées justement dans la violence électorale, contre l'électorat. Donc il faut neutraliser, maîtriser ces forces illégales qui détiennent des quantités énormes d'armes pour que l'élection soit quelque chose, soit comme une fête dans un pays. C'est la fête de la démocratie. C'est le moment où les gens vont voter pour leur choix de cœur, leur choix d'émotion, mais aussi le choix de raison. Surtout pour l'avancement du pays. Pour l'avancement du pays, absolument. Pas seulement le cœur. Je pense que le cœur n'a pas toujours raison. Oui, le cœur, je dirais, voilà, il n'a pas toujours raison, mais le cœur pour le pays surtout. C'est mon cœur dans mon pays. Je veux voir mon pays avancer, je veux voir mon pays sortir de
de l'instabilité et du sous-développement. Donc il y a peut-être là le moment, l'élection, c'est le moment de porter un candidat à un poste dans l'espoir que ce candidat va nous permettre de sortir du marasme. Une dernière question pour finir, une question fermée encore. Un pacte de non-violence a été signé, mais c'était dans le Sud-Est et c'était cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose, surtout que ce soit dans le Sud-Est. C'est une région assez violente pendant la période électorale, mais il faut surtout espérer qu'il y a de la sincérité chez les acteurs qui l'ont signé. Merci Clarence. Merci Anne Daphné, c'était un plaisir d'être avec vous. Entre-temps, la machine électorale a été mise en branle. Les bulletins de vote pour 9 départements sur 10 sont arrivés dimanche. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, MOE-UE, est déployée à travers le pays. Au total, 70 témoins de la mission d'observation seront répartis sur l'ensemble du territoire pour examiner les élections en Haïti. Le Premier ministre, Evans Paul, a lui tenu jeudi un conseil de gouvernement spécial à la primature afin de s'assurer que toutes les dernières dispositions avaient été prises en vue du bon déroulement du premier tour des élections législatives du 9 août prochain. Et le CEP, dans une note de presse, a informé les électeurs qu'un centre d'appel avait été mis en service afin de les aider à identifier leur bureau de vote via leur téléphone. Les usagers de la NATCOM sont priés de composer le 8828 ou 8829 par SMS et pour les usagers de la Digicel, il suffit de composer le 8830 ou 8831 par SMS. Élection toujours, concernant le financement des partis politiques, le Conseil électoral provisoire informe les partis et groupements politiques que dans le cadre de la subvention de la campagne électorale, les formulaires de financement dûment remplis par les représentants légaux doivent être remis à la direction administrative de la Direction générale du budget du ministère de l'économie et des finances. Il faut dire aussi que le ministère de l'économie et des finances a fait savoir que pour respecter ses engagements, le gouvernement prendrait en charge, à partir du Trésor public, le financement du processus électoral déjà en cours. Le rapport de la commission de l'OEA chargé de faire des recommandations pour une sortie de crise dans le conflit haïtiano-dominicain a été enfin rendu public cette semaine. Le rapport, enrobé d'un langage diplomatique, reconnaît le droit de la République voisine à avoir sa propre politique migratoire, mais fait état d'une situation alarmante de violation des droits de l'homme en reconnaissant le risque d'apatridie encouru par bon nombre de personnes au terme du processus de rapatriement. Le rapport, qui invite les deux parties à continuer leur pourparlers, a suscité une réaction agressive et instantanée du côté dominicain. En effet, lors d'une déclaration faite à la télévision, le chancelier dominicain Andrés Navarro a réaffirmé haut et fort que la politique migratoire de la République dominicaine n'était pas négociable. La República Dominicana reafirma que no ha solicitado ni requiere la intermediación de la Secretaría General de la OEA por entender, primero, que no existe actualmente un conflicto entre ambos países que amerite tal cosa. Segundo, que la política migratoria dominicana y sus mecanismos de aplicación son de la exclusiva competencia de nuestro Estado y no son objeto de negociaciones. Y en tercer lugar, recordamos que existen los mecanismos de diálogo bilateral entre ambos países y que se podrán restablecer tan pronto como el gobierno haitiano deponga su actitud de desacreditar a la República Dominicana como mecanismo de evasión de su responsabilidad para con la población haitiana. Finalmente, el gobierno de la República Dominicana reitera su compromiso de seguir trabajando por la debida identificación y regularización de quienes habitan en su territorio y por la protección y garantía de los derechos humanos de toda persona que esté en el territorio de nuestro país.
Des organisations telles que le collectif du 4 décembre appellent le gouvernement haïtien à considérer la fermeture de la frontière. La recommandation de l'OEA qui a suggéré que reprenne dialogue bilatéral. À ça, nous-mêmes, nous répondons, on ne dialogue pas avec quelqu'un de mauvaise foi patente, ou pas dialoguer à un monde de mauvaise foi patente, ou imposer position. Et si vous obligez de dialoguer pour une raison ou pour une autre, dialogue la fait pour fait par devant des instances qui ont forcé toute partie qui t'a fait faux bon à ça aussi à obtempérer. Donc aussi simple que ça. Donc si c'est pour continuer le dialogue bilatéral comme ceci a été, il n'en est pas question, nous-mêmes ne pas supporter, ne pas aller dans ce sens. Quand on dit ne pas dialoguer à une partie qui est vraiment de mauvaise foi. Cependant, si nous sommes même terre et que nous obligés, je dis que nous obligés entendre nous, quand vous leur dites entendre nous pour entendre, ceci devrait être fait avec en présence d'autres instances internationales crédibles. Mais lesquelles instances devraient avoir le pouvoir de coercition dans la mesure où une partie a fait défaut à accord qui a fait le protocole là. Mardi 4 août, nous avons gagné sit-in mal passe. On a invité les gens qui sont sortis Port-au-Prince à accompagner nous dans le sit-in parce que ce sera notre premier avertissement qui définit notre vision, qui définit ça nous voulait pour le pays, nous, qui définit notre volonté de défendre la dignité de notre peuple, qui définit notre volonté, notre détermination d'aider notre gouvernement ou de pousser notre gouvernement à prendre des mesures droites et pour continuer à échiner droite, quand vous le faites, nous avons fait excuse, il n'est pas question à la République dominicaine, mais il faut être proactif. Le 28 juillet 2015 rappelle le centenaire de l'occupation américaine en Haïti. Le Premier ministre Evans Paul, lors d'une conférence de presse, déclarait qu'Haïti n'avait pas oublié les tribulations vécues par son peuple durant les 19 ans de l'occupation. Le chef du gouvernement, qui a insisté sur le caractère féroce de cette période de l'histoire du peuple haïtien, a aussi salué le courage et la bravoure de certains hommes comme Charlemagne Péralte, Pierre Sully ou encore Benoît Batraville, qui se sont sacrifiés en défendant l'honneur et la dignité du pays. Pendant 19 l'année, le peuple haïtien était enduré en pile souffrance en bas régime force occupation l'armée américaine qui établit un système corvé et puis contrôler la douane et finance pays. 100 l'année, 100 ans après, Haïti pas oublié tribulation peuple a été vive pendant 19 l'année période occupation américaine. 100 ans après, nous honorer comportement bravé danger soldat Pierre Sully qui t'a préféré mourir avec fusil dans main pour défendre intérêt pays au lieu de rendre tête li by force envahisseur. 100 ans après, la jeunesse pays d'Haïti gain exemple Gaston Canson, Charlemagne Péral, Benoît Batraville et tout l'autre cacoyo qui te sacrifié la vie pour défendre l'honneur nation. 100 ans après, nous devons reconnaître certains héritages infrastructures période d'occupation qui toujours campé debout. 100 ans après, nous devons admettre, pas pour nous justifier, actes, violation, respect, droit international pour tout pays respecter espace frontière l'autre pays, pendant n'a maudit date
28 juillet 1915 là, nous devons reconnaître faute nous qui n'en chirépite des blosailles, yon a mangé l'autre, toujours by prétexte pour autres profiter, mettez-nous à genoux. C'est comme ça, nous la cause même situation 3 fois pendant siècle là. En 1915, en 1994, en 2004. 100 ans après, relations en mitaille entre États-Unis et Haïti connaît quelques mauvais moments, tant qu'en 1915. Mais les charriers, en pile bon souvenir, tant que gens américains qui couru pour nous secours après catastrophe la tête tremblée qui a ravagé le pays dans la date 12 janvier 2010 là. 100 ans après, nous tous haïtiens devons décider de tracer plus bonnes conditions pour nous vivre bien ensemble dans le respect et le progrès. 100 ans après, l'administration qui gagne responsabilité pays aujourd'hui, président Michel Joseph Martelly, moi-même comme Premier ministre, avec tout gouvernement, retirer chapeau nous devant mémoire toute matière, période historique révoltante, occupation américaine, pendant n'a souhaité, puis bon chimé l'avenir, relations en mitaille entre peuple américain et haïtien. Toujours à cette même occasion, une conférence débat organisée par le ministère de la Culture a réuni dans les jardins du MUPANA plusieurs historiens et intellectuels haïtiens. L'historien Georges Michel, qui a rappelé que c'était la 3e fois que le pays était sous protectorat, a mis en garde contre une 4e occupation. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale veut doter le pays d'une nouvelle cartographie sur la situation de vie des ménages haïtiens. Ce projet pilote a été effectué dans le département du Nord-Ouest. Il s'agit d'un outil important à l'orientation des actions du gouvernement qui doit apporter des réponses appropriées aux besoins des populations vulnérables. Les communautés locales soient considérées comme les acteurs principaux de développement dans leur département et qu'ils sont mis au centre du processus dès la conceptualisation des projets. Les autorités étatiques et les promoteurs des projets divulguent toutes les informations concernant les mégaprojets, y compris les coûts cachés pour les communautés et les possibles impacts négatifs sur la vie des habitants. L'Observatoire propose qu'il y ait une présence équilibrée des autorités étatiques dans la zone, en particulier du ministère des Affaires sociales et du Travail, et que les tribunaux de paix démontrent un comportement non partiel dans les traitements des plaintes et des dossiers de révocation arbitraire dans les usines. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et le ministère des Affaires sociales et du Travail prennent des mesures drastiques concernant les représentants de l'État dans le département du Nord-Est qui ne parviennent pas à faire respecter les droits de la population afin de faire un travail équitable. Metro News Magazine est à présent arrivé à son terme. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine et restez branchés surtout sur la chaîne 52.